remercier la marraine de l'association qui nous a rejoint. Invité d'être la marraine de n'importe quelle association internationale qui avait choisi Autisme PACA, donc nous en serons éternellement reconnaissants. Surtout que ce n'est pas une marraine virtuelle, puisqu'elle se déplace pour venir nous voir, il partage avec beaucoup d'émotion tout ce que nous faisons, et beaucoup d'amour, une personne remarquable que j'aime énormément. Et donc je lui remets officiellement, en plus j'aurai le privilège, j'y fais encore la bise, ce titre officiel de marraine pour Autisme PACA. Elle est déjà depuis un certain temps, mais je profite de l'occasion solennelle. Je vais sortir en pestard après ça, ça va être difficile ma vie de chercheur en retournant ma réalité à Paris, mais bon, profitons aussi. En passant aux choses plus sérieuses, je vais vous parler aujourd'hui et je vais vous montrer les principaux résultats qu'on a eus dans notre recherche sur l'autisme. Ces deux dessins illustrent bien notre problématique. Depuis plus de 20 ans, nous pensions qu'il y avait des anomalies au niveau du cerveau qui sous-tendraient les problèmes de l'enfant avec l'autisme. Voilà le dessin d'un enfant qui représente son cerveau. Et nous avons utilisé depuis les techniques d'imagerie du cerveau. Donc ça c'est l'IRM dessiné par un des enfants avec autisme qui est passé dans notre service. Donc nous avons utilisé ces techniques d'imagerie du cerveau qui, vous imaginez, ont beaucoup évolué depuis 20 ans pour essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau d'un enfant avec autisme. Donc, juste comme introduction, et vous avez déjà entendu parler ce matin, on parle plus d'autisme, mais on parle du trouble du spectre autistique. Donc, je crois que le mot spectre est très important parce qu'on a des personnes qui sont très différentes. D'un côté, on peut avoir des enfants avec un retard mental qui n'ont pas accès au langage. De l'autre côté, des personnes très intelligentes qui parlent. Et tout ça représente les spectres autistiques, parce que ce qu'ils ont en commun, et ce qui est très important, c'est les difficultés très importantes dans les interactions sociales. Donc ça, c'est pour nous la base, c'est qu'en commun, c'est les difficultés très précoces dans l'interaction sociale. Et la question qu'on s'est posée et qu'on se pose, c'est quels sont les mécanismes cérébraux qui accompagnent ces difficultés, en fait, qui sont à l'origine probablement de ces difficultés. Nous avons utilisé, et ça, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais juste pour vous montrer qu'on a utilisé un panel important de méthodes qui heureusement ont beaucoup évolué. C'est-à-dire c'est qu'on avait comme imagerie disponible il y a 20 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est grâce aussi à cette évolution méthodologique, technologique, que les résultats ont pu apparaître. Je vais commencer par les résultats qu'on a obtenus avec la tomographie par émission de positons. Je vous promets de ne pas dire des mots trop difficiles. Ce qui est important, c'est qu'avec cette méthode, on peut mesurer les flux sanguins cérébraux. Flux sanguin cérébral en étant un indice du fonctionnement des synapses, donc le fonctionnement de chaque région du cerveau. Donc on ne fait pas une mesure des structures, on fait une mesure du fonctionnement du cerveau dans chaque région. Nous avons étudié, et ça c'est les premières études qui ont été faites à la fin des années 90, dont les résultats, vous allez voir, ont commencé à être publiés dans le début des années 2000, ils ont permis pour la première fois de montrer qu'il y avait une région du cerveau qui avait un fonctionnement anormal chez les enfants avec autisme. Donc ça c'est juste l'image d'un enfant autiste dans nos machines. La plupart du temps les enfants sont endormis parce que ce n'est pas très facile d'adapter cette imagerie qui requiert du calme aux enfants avec autisme. Et ça a été beaucoup d'efforts avec les parents aussi qui ont beaucoup contribué pour qu'on puisse les faire dans le calme, les enfants endormis, et pouvoir analyser les fonctionnements du cerveau. Et voici donc les premiers résultats qu'on a obtenus. Ça, c'est la reconstruction du cerveau en 3 dimensions. Et ce que vous allez voir en vert, c'est les régions où on a retrouvé une diminution du flux sanguin
chez les enfants avec autisme quand on a comparé avec des enfants sans autisme. Donc voilà en vert, à gauche et à droite du cerveau, la région qu'on a pu montrer comme étant fonctionnement anormal chez les enfants avec autisme. Ce n'est pas n'importe où dans les cerveaux, c'est les régions temporales supérieures. Vous avez ici la région frontale, la région occipitale, la région pariétale et la région temporale. Et vous voyez cette tache verte, on a retrouvé une diminution du flux sanguin chez les enfants avec autisme, dont le cerveau est fait un peu de montagnes et de vallées. On appelle les vallées les sillons, les vallées les montagnes les gyrus. Là, cette anomalie se retrouve dans une vallée qu'on appelle les sillons temporales supérieurs. Donc ça, vous allez entendre parler beaucoup pendant mon exposé. Cette anomalie au niveau de cette région temporale supérieure, ces sillons temporales supérieurs chez les enfants avec autisme. Donc là, c'était l'anomalie qu'on a retrouvée dans ces groupes d'enfants avec autisme. On a aussi voulu chercher si cette anomalie était corrélée à la sévérité du syndrome autistique. C'est-à-dire, est-ce que plus l'autisme était sévère, plus cette anomalie était importante. Donc ça, c'était en deuxième résultat. Et on a montré que oui, plus le débit était diminué dans cette région temporale supérieure, plus l'autisme était sévère. Ensuite, on a voulu aussi savoir si on était capable, là je vous ai montré les résultats du groupe d'enfants, de vouloir savoir si c'était possible d'identifier cette anomalie chez un enfant par rapport au groupe. Les résultats étaient positifs, on était capable de déceler cette anomalie chez à peu près 80% des enfants avec autisme que nous avons vus dans notre laboratoire. Donc là, c'est l'image, c'est plus l'image du groupe que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est les taches vertes, donc la diminution du flux sanguin cérébral chez un enfant. Vous voyez, elle n'est pas, évidemment pas identique à l'image du groupe, mais on voit bien chez cet enfant la diminution du flux sanguin cérébral dans les régions temporales supérieures, à droite et à gauche du cerveau. Ici, c'est une autre image où chaque point représente l'endroit où la diminution du flux sanguin est la plus importante chez un enfant. Vous avez 45 points. Ça veut dire que les 45 enfants, on retrouve cette diminution importante du flux sanguin dans les régions temporales. Évidemment, ce n'est pas au même endroit. Il y a une variabilité chez les enfants. Mais vous voyez à la campagne, voilà cette fameuse vallée dont je vous ai parlé en vert, les sillons temporales supérieurs. Vous voyez que cette anomalie, elle accompagne, il y a une logique anatomique, elle accompagne ces sillons temporales supérieurs. Donc pour certains enfants, l'anomalie est plus importante vers les bas. Pour d'autres enfants, elle est plus importante vers les hauts. Mais c'est la plupart du temps quelque chose qui accompagne cette région anatomique. Avec des techniques beaucoup plus modernes, ça c'est un des derniers résultats que nous avons obtenus, on montre que cette anomalie temporale permet d'être détectée, en fait, on peut la détecter d'une façon individuelle chez plus de 80% des enfants. Donc ça pourrait être un marqueur du syndrome autistique, du trouble autistique. Là, c'est juste, je vais vous montrer, ça c'est nos résultats, c'est plus en vert, c'est en noir et blanc, mais c'est les mêmes résultats, juste pour vous montrer. D'autres équipes ont montré, ça c'est mon travail japonais. Vous voyez la similitude de résultats observés. Des fois je montre ça pour, mettons, pour les jeux de bataille navale. Donc là, c'est les points qu'on retrouve, pour mettons, anormaux dans les cerveaux des enfants avec autisme. Mais vous voyez qu'on a à peu près exactement les mêmes points dans une autre étude. Bon, on a, surtout étant près de Toulon, on peut dire qu'on a les mêmes bateaux. Si on continue dans notre jeu de bataille navale, c'est vraiment presque identique comme résultat. C'est qui nous a beaucoup rassurés parce que c'est très important qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas que le laboratoire qui trouve des résultats, mais que ça puisse être confirmé par d'autres équipes. Et là, en l'occurrence, c'est très rapidement confirmé par une équipe japonaise. Donc c'était la première fois où on mettait en évidence une anomalie du fonctionnement du cerveau dans une région très précise.
on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit, bon, on a une anomalie du fonctionnement, est-ce qu'on peut retrouver une anomalie de la structure du cerveau, de l'anatomie du cerveau? Donc, on a changé de méthode, on n'est plus dans la mesure du flux sanguin cérébral, on sera dans la mesure, dans l'IRM, qui permet de mesurer l'anatomie du cerveau. D'accord? Donc ça, c'est juste pour illustrer une nouvelle méthode dans l'IRM. On fait, ça vous avez plutôt l'habitude de voir, l'image d'IRM. On fait un travail de traitement d'image qui est très important, pour après pouvoir regarder point par point dans le cerveau s'il y a une différence de la quantité de matière grise entre un groupe d'enfants et un autre groupe d'enfants, en l'occurrence un groupe d'enfants avec autisme et un groupe d'enfants sans autisme. Et la réponse qu'on a trouvée, vous voyez ici de nouveau une tache verte, qui représente un endroit où on a trouvé une différence, moins de matière grise chez les enfants avec autisme par rapport aux enfants sans autisme. D'accord? De nouveau, dans cette même région, et ce n'est pas les mêmes groupes d'enfants, ça c'est important parce que des fois on peut reproduire les mêmes types de résultats si on travaille avec les mêmes enfants, ça c'est un autre groupe d'enfants avec une technique d'imagerie différente, et on met encore une évidence, là, pas une anomalie fonctionnelle, mais une anomalie anatomique, donc ces mêmes régions temporales supérieures. Et encore une fois, nous avons mis en évidence que plus cette région était anormale, de façon anatomique, plus l'autisme était sévère. Donc, juste comme une petite illustration de cette première partie de nos résultats, les résultats, si on retourne à notre petit jeu de bataille navale, les résultats en IRM, les résultats, les mesures de flux sanguin, les résultats d'études japonaises qui mettent en évidence cette région temporale supérieure comme étant anormale chez des enfants avec autisme. Bon, voilà, on a mis en évidence cette anomalie localisée, et la question que vous pouvez me poser et qu'on s'est posée en tant que chercheur, quels étaient les rôles de cette région temporale supérieure dans les cerveaux? À quoi sert cette région et pourquoi étant anormale, elle pourrait avoir un lien avec l'autisme? L'histoire s'est faite qu'au moment où on a mis en évidence cette anomalie, dont la première image que je vous ai montrée qui a été publiée en 2000, on ne savait pas, au niveau de la communauté scientifique internationale, on n'avait pas connaissance du rôle de cette région temporale supérieure chez l'homme. Donc, pour juste vous rendre compte, je pense que c'est important de montrer les choses dans une perspective historique, même si on fait l'historique sur 10 ans, 15 ans, ce n'est pas une histoire longue, très ancienne, mais l'évolution des connaissances sur les cerveaux change à chaque jour. Donc on sait qu'on dit aujourd'hui, ça va aussi probablement changer dans l'avenir, j'espère. Mais au moment où on a trouvé cette anomalie dans les cerveaux des enfants avec autisme, on ne savait pas à quoi servait cette région. Donc toutes ces connaissances-là sont très récentes. Il s'est un peu par hasard que des chercheurs, surtout en Angleterre, ont montré que cette région temporale supérieure, vous avez fait des études aussi à la fin des années 90, commençait à montrer que cette région temporale supérieure était sensible à un certain type de perception du mouvement. Et surtout, les mouvements qu'on appelle les mouvements biologiques. Donc, je vais vous montrer quelques exemples maintenant de comment fonctionne cette région dans les cerveaux normaux. Donc là, on ne va plus parler pendant 2 minutes sur l'autisme, mais on va parler de quel est le rôle de cette région dans les cerveaux dits normaux. Plusieurs études ont été réalisées en utilisant plusieurs types de stimuli qu'on appelle dans les stimuli sociaux, donc des points qui bougent, des perceptions du visage, perceptions du regard, des stimuli qu'on pourrait dire beaucoup plus complexes. Et on sait aujourd'hui que cette région temporale supérieure est très importante pour ce qu'on appelle la perception sociale. Des fois, on utilise des mots compliqués pour signaler des choses qui ne sont pas compliquées du tout. La perception sociale, c'est la perception de mouvements du corps qui sont à la base de l'interaction sociale. C'est la perception du regard, la perception des mouvements du visage, mouvements des mains. Donc, je bouge des fois, mais c'est comme ça qu'on se fait comprendre. Et cette perception est à la base de l'interaction. Bon, c'est pas, vous connaissez les problèmes d'autisme, donc quand je parle de perception du regard, la région qui est responsable de la perception du regard étant anormale dans l'autisme, ça fait petit, évidemment, ça commence à devenir cohérent. Il faut savoir qu'on a trouvé ça avant de savoir.
Il y a une petite, on était un peu en avance par rapport à retrouver ça dans l'autisme, à comprendre après, à attendre les résultats dans les cerveaux, comprendre les rôles de cette région dans le cerveau normal. Donc je vais vous montrer un peu d'exemples. Vous voyez ici, quelqu'un, c'est dans une machine IRM, qui perçoit soit les yeux, soit les mouvements d'une flèche. Les cerveaux, de la même façon, quand il doit se rendre compte du mouvement d'une flèche, ou quand il doit percevoir les mouvements des yeux. Et la région qui est activée, donc qui se met en route quand on est en train de percevoir les mouvements des yeux, c'est cette région temporale supérieure. Donc là, c'est en rouge parce qu'on représente une augmentation de l'activité envers c'était la diminution. Donc voilà l'activation chez quelqu'un d'entre nous, au moment où on est en train de regarder les yeux par rapport au mouvement d'une flèche, la mise en route, la mise en activité de cette région temporale supérieure. Là, je pourrais faire un jeu avec vous. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Voiture. Voilà. Donc on peut voir soit une voiture, soit les yeux. Donc c'est intéressant parce que l'entrée pour les cerveaux est la même. On a cette image, mais on peut jouer sur le fait de regarder soit la voiture, soit les yeux. Ici on est dans une machine IRM, et on prend attention aux yeux. Vous allez activer cette région temporale supérieure. Donc c'est vraiment une région très importante pour la perception du regard. Pas seulement du regard. Là, heureusement, l'air n'est pas très tardif, donc je peux montrer l'image, parce que des fois, en début d'après-midi, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes dans une machine IRM, et vous allez voir un mouvement très spécifique de la bouche. Voilà. C'est bien. Et donc, vous voyez ces mouvements, vous allez activer cette région temporale supérieure. Si vous scannez l'image en noir et blanc, vous voyez que c'est vraiment très similaire à l'image négative, c'est-à-dire à l'anomalie qu'on avait retrouvée chez les enfants avec autisme. Donc pas seulement la perception du mouvement des yeux, mais la perception des visages, la perception du mouvement de la bouche, la perception du mouvement des mains. Donc voilà, ça c'est en résumé des différentes types d'engagement de cette région temporale supérieure, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement la perception visuelle, c'est aussi la perception auditive. Vous pouvez dire qu'on a, je vous parle des perceptions sociales au niveau visuel, donc les yeux, les visages, la main, les mouvements, mais il y a aussi la voix. La voix est très importante, on a entendu un peu ces matins, tout à l'heure, les problèmes des perceptions de la voix. Et la voix, ce n'est pas la parole. La voix, c'est toute l'intonation qu'on peut donner, toutes les subtilités. Je peux vous dire la même phrase de deux façons très différentes. Et si vous n'êtes pas capable de percevoir ces modifications, vous n'allez pas comprendre les contextes. En fait, la voix, aujourd'hui, c'est presque plus simple. On a des fois, la société évolue d'une façon qu'on peut vous expliquer aujourd'hui la voix par rapport à tous les signes que vous faites dans les messages que vous envoyez par téléphone. Ça, c'est notre voix, c'est-à-dire vous donnez par les signaux l'intonation qu'on veut, si on veut rigoler, si on veut parler sérieusement, c'est-à-dire c'est très important de reconnaître la voix, c'est qu'il y a un tour la parole. Et cette région, on a montré, il y a une région du cerveau qui est exactement cette région temporale supérieure, qui traite l'information de la voix. Vous voyez, ça c'est l'activation qu'on retrouve dans les cerveaux quand on entend des sons de la voix par rapport à d'autres sons qui ne sont pas la voix. Par exemple, toc, toc, toc par rapport. Vous voyez, ça, votre cerveau ne travaille pas du tout de la même façon entre les bruits que j'ai fait avec ma voix, ma bouche, et les bruits que j'ai fait avec ma main. Donc il y a une spécialisation au niveau du cerveau pour les traitements de la voix humaine. Donc, on a une région clé parce qu'elle traite à la fois l'information sociale visuelle et l'information sociale auditive, le regard et la voix. Donc, on va revenir à l'autisme. Je pense que vous avez à peu près compris maintenant dans quel contexte on se situe. On a une anomalie à la fois fonctionnelle et structurelle dans une région clé du cerveau
qui traite l'information sociale. Donc, je pense que la cohérence par rapport à l'autisme commence à se faire dans votre esprit aussi, non? Qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant d'une façon plus précise dans l'autisme quand on met les cerveaux des personnes avec autisme en activation? On n'est plus dans les repos, on n'est plus dans les travails au repos, on est dans une tâche donnée. Donc ils sont dans la machine, ils vont réaliser une tâche, on va voir comment réagit les cerveaux. Dans les premières des études qu'on a faites dans ce sens-là, c'était exactement la perception de la voix. Les personnes avec autisme étaient dans la machine, écoutaient soit de la voix, soit d'autres sons. On a comparé avec des personnes dites normales, qui activent, elles, je viens de vous montrer, cette région temporale supérieure quand elles écoutent la voix, et les personnes avec autisme n'activent pas cette région quand elles écoutent la voix humaine. Ça veut dire que dans l'autisme, on pourrait imaginer que les cerveaux réagissent à peu près de la même façon quand ils entendent par rapport toc toc toc. Et ça, c'était un résultat qui était... Les parents ont été en fait les premiers à comprendre ces résultats parce que, vous savez, quand on très tôt, bien avant les diagnostics, les parents nous racontent, on appelle, je dis Paul d'une façon générale, on appelle notre garçon, il ne répond pas. Paul, il ne répond pas. Donc les grands-parents arrivent, disent mais il y a peut-être un problème de surdité. Il est peut-être sourd et c'est pour ça qu'il ne répond pas. Et la maman, qui fait très attention, dit mais non, mais quand il y a d'autres sons, il répond. Donc il y a quand même un problème qui n'est pas la surdité, mais qui est un problème de la perception du son humain. Et là, on a réussi à montrer qu'en fait, il y a un problème dans la mise en route de cette région qui traite l'information de la voix chez des personnes avec autisme. On peut, la même chose, c'est passe au niveau du regard. Là, c'est une étude américaine qui montre qu'au moment de la perception des différents regards, on appelle ça contrôle normal, c'est-à-dire les mots m'intéressent peu, mais dans un cerveau non autiste, on a l'activation de cette région temporale supérieure pour les regards, et si on n'observe pas cette activation dans les personnes avec autisme. Je vais vous parler maintenant d'un complément de ces méthodes d'imagerie, parce que ça nous semble, c'était une piste pour nous très importante, si on retrouve cette anomalie dans la région qui traite les regards, qui traite la voix, on voudrait aller un peu plus loin. Et on a aujourd'hui la possibilité de faire une mesure objective, quantitative du regard, avec une nouvelle méthode qui s'appelle l'eye tracking. Donc je vais vous montrer un peu comment on peut travailler. Vous voyez, c'est vraiment un écran. Là, on a mis en extrême la photo d'un bébé, mais on ne travaille pas avec les bébés, on travaille avec les enfants. C'est vraiment comme un écran d'ordinateur et on peut vraiment tracer et suivre le regard dans l'enfant, dans l'adulte, quand il est en train de voir quelque chose, on filme une photo. Donc c'est une façon de vraiment se rendre compte de quel est les regards de cet enfant face au monde, face à des scènes. Je vais vous montrer un peu des exemples, c'est pour ça que je me suis assuré que l'ordinateur marchait, pour que les films puissent marcher. Donc ça, c'est la première étude qui a été faite, c'est une étude d'Amy Klein, qui est un grand ami, un chercheur qui est brésilien comme moi, mais qui travaille aux États-Unis. Et Amy Klein, aussi au début des années 2000, en 2002, a publié cette étude chez des adultes. Donc je vais vous montrer un morceau de film. You won't believe it, but we had to make our way all by ourselves. Isn't that right, dear? We had to make our own way. I would have to go up to the wives in the library or the supermarket and say hello. I am new here. You must be Mrs. So-and-so, Dr. So-and-so's wife. It really wasn't very nice at all. There are easier things in this world if you happen to be teaching at a university. There are easier things than being married to the daughter of the president of that university. There are. Bon, je crois que c'était un peu fort, je vais laisser les sons pour la prochaine. C'est un film, je n'ai pas la moyenne d'âge, je ne sais pas si vous reconnaissez ces films, c'est un film américain qui est très connu, il s'appelle Qui a peur de Virginia Woolf. Il a utilisé ces films, c'est vraiment, comme on appelle un huis clos, c'est 4 personnages, 4 professeurs universitaires, donc je crois que c'est en plein d'œil aussi à notre monde universitaire, mais qui sont dans une situation d'interaction sociale très importante. Donc ils présentaient ces films
à des personnes, des adultes avec autisme, il traçait les regards. Qu'est-ce qu'ils regardaient pendant cette scène? Et on va voir ça. Voilà la dernière scène. Ça, disons c'est nous. Quand on voit cette scène, on a les regards portés sur les yeux de ce personnage. D'accord? Donc si vous étiez là, la plupart de vous, hein, regardez les films, j'aurais ma machine, et j'aurais vu... Pardon? Donc vous aurez vu que... j'aurais vu, moi, par contre, que votre regard était ciblé sur les yeux du personnage. Par contre, si c'était une personne avec autisme, son regard aurait été plutôt vers la bouche et ailleurs. Donc j'aurais pas le regard vers les yeux du personnage. Et ça, je vais utiliser une image pour vous montrer l'information qu'il y a dans les yeux, l'information qu'il y a dans la bouche. Vous voyez la différence? Et sans regard là, on a cette expression très importante. Tout est là, toute l'information sur l'état du personnage est là, tandis que là, c'est neutre. Donc sans regard là, on ne peut pas comprendre le reste. D'accord? Donc ça, c'est des adultes. Encore une autre scène du film, vous avez vu cette scène? Voilà. Une personne, vous serez en train de regarder, on serait en train de tracer votre regard, vous aurez pointé votre attention sur les yeux, les yeux, les yeux. Bon, j'ai l'habitude de dire que c'est une famille, c'est une très jolie image du triangle amoureux. Mais pour comprendre l'interaction de ces trois personnages, vous avez votre attention sur les yeux de trois personnages. Une personne avec autisme, et là c'est tracé en rouge d'une personne avec autisme, le tracé de son regard, c'est la bouche. Et là je vous dis, c'est vraiment la veste, c'est la veste d'Elisabeth Taylor. C'est une façon aussi de rendre hommage, mais... Et là ici, vous voyez, il y a un choc. Vous voyez le choc qui est ici. Pourquoi je sais qu'il est là? Parce qu'il y a certaines personnes qui regardent là. Vous n'avez pas vu ça. C'est pas ça qui vous a intéressé pendant le film. Mais vous imaginez de voir ça, cette interaction sociale-là, vous aurez complètement échappé. Et voilà l'information que vous aurez eue de ces trois personnes. Je pense que, plus, j'allais dire ça au départ, mais avec la remise du diplôme, j'étais un peu ému. Donc je vais revenir là-dessus pour dire que l'essentiel de notre recherche, c'est pas pour venir vous dire il y a telle région, c'est ça. C'est vraiment, il faut comprendre les mécanismes. Si on ne comprend pas les mécanismes, on peut difficilement apporter une réponse efficace au niveau thérapeutique. Alors je ne connais pas aucun domaine de la médecine, et je considère que dans l'autisme, on est dans le domaine de la médecine, où on puisse traiter sans comprendre. Donc, le but de notre recherche est vraiment d'essayer de comprendre les mécanismes dont on a la compréhension un peu du fonctionnement cérébral. On n'est pas à la fin, hein, on travaille là-dessus, je ne suis pas encore à la retraite. J'espère qu'il y a des gens après nous qui viendront, parce qu'on est qu'au commencement. Et on a aussi, avec ces outils modernes, la possibilité de comprendre. Et je pense que cette image-là peut vous aider, si vous travaillez avec des personnes avec l'autisme, à comprendre son mécanisme. Et à dire, bon, il y a quelque chose à faire là-dessus. Je vais vous montrer en film. Là, Amiklin a aussi travaillé, là, il avait travaillé avec des adultes, et il a aussi travaillé avec des enfants. Je vais d'abord vous montrer les films, et après je vais vous expliquer, s'il faut, on regarde deux fois. Hi, sweetie. Are you ready? Vous m'excusez, je vais mettre ça un peu moins fort, parce que c'est très désagréable. Je sais pas, pour moi c'est très fort, je sais pas pour vous. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? On va regarder une autre fois. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well?
ici, après on peut voir une autre fois. Ça, c'est quelqu'un, c'est une vidéo d'une dame qui parle à un bébé, à des bébés, donc on parle de cette façon un peu maternelle. Bonjour mon petit, est-ce que tu as bien dormi? Et on a en rouge, cette croix rouge que vous avez vue, c'est les regards du bébé. D'un côté, c'est un bébé de 9 mois, de l'autre côté, c'est un bébé de 15 mois, des bébés normaux. Et vous voyez qu'ils regardent bien les yeux. D'accord? On va repasser ça encore une fois, comme ça. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Donc, ce qu'on avait vu dans les films chez les adultes, on voit la même chose chez les bébés. On présente un personnage, quelqu'un, qui est en train de parler. Et les bébés, très tôt, on a fait 15 mois, 9 mois, il porte son attention sur les yeux. C'est les yeux de cette dame qu'il est en train de regarder. Vous allez voir maintenant, c'est que c'est pas ce quand on filme un enfant très tôt, je crois que c'est 15 mois, qui aura un diagnostic d'autisme. Donc il y a déjà... Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Vous voulez que je passe encore? Je vous entends. Oui. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Vous avez vu? Il ne va pas dans les yeux. Il reste dans la bouche, il va ailleurs. Il y a les petits jouets qu'il y a là. Je compare un peu avec la chope qu'on a chez l'adulte. Il va regarder très vite les petits jouets qui est à côté. Il passe entre la bouche et les jouets. Donc à 15 mois, il est en train de rater, je ne peux pas utiliser un autre mot, il perd cette information très importante qui vient des yeux. Donc, on peut transporter ça de sa maman, de son papa, de son entourage. Dans notre équipe, on a utilisé, ça c'est juste pour résumer, donc, les résultats d'Amicline chez les bébés, chez l'adulte, vous voyez la similitude du comportement. On a confirmé ces résultats dans notre équipe. Là, on travaille avec des enfants, on est intermédiaire, c'est plus les bébés ni l'adulte. On a des enfants dans moyenne de 6 ans. Et on a utilisé les films de Peter Pan. Un peu dans cette idée d'Amicline d'utiliser un extrait de film. Je vais vous montrer des extraits, un d'un enfant typique, qui est maintenant, quand il regarde les films de Peter Pan, et ça, vous allez voir qu'il est placé, ces pointes rouges, c'est les regards de l'enfant. Un enfant typique de 6 ans, quand il regarde les films de Peter Pan, un morceau du film. D'accord, on y va? C'est ce qu'on met sur tes lettres. On ne voit pas de lettres, mais ta mère en reçoit des lettres. J'ai pas de mère. Mais voilà pourquoi tu pleurais. Vous voyez? C'est très précis. C'est assez impressionnant de voir ça parce qu'on voit tout, mais on a des regards vraiment ciblés sur les yeux. Si je vous mets cette expérience, vous allez voir comment c'est vraiment précis les regards qu'on porte sur une scène sociale. Et on a une stratégie, les cerveaux ont une stratégie très précise pour que cette information, qui est très importante, puisse venir. Vous allez voir la même chose chez un enfant avec autisme. C'est ce qu'on met sur tes lettres. On ne voit pas de lettres, mais ta mère en reçoit des lettres. J'ai pas de mère. Mais voilà pourquoi tu pleurais. Vous avez vu la différence? Il ne va pas partout ailleurs. Il n'est pas très loin, il va dans la bouche, il frôle les yeux. Mais les temps qu'il a passé dans les yeux par rapport à l'autre enfant, on ne peut pas comparer. C'est beaucoup moins important. Donc, toute cette information-là n'est pas vue. Il n'est pas compensé non plus par la voix. On a vu qu'il y a aussi des problèmes par rapport à la voix. Donc, quelles sont les conséquences? On parle des perceptions, d'accord? La perception, elle ne se fait pas comme il faut, mais évidemment, il y a toute une construction sur le monde social qui après est très dérangée. Donc, on va parler de 2 aspects. L'aspect compréhension des émotions. Et ça, c'est une étude américaine. La question, bon, on a des photos de personnes avec des expressions émotionnelles très différentes et on pose la question, quelle est l'expression émotionnelle? Bon, voilà, de ces personnages, celui-là, on va dire là, si je vous demande, vous allez dire c'est quoi là? Voilà. Donc
si vous étiez devant cette machine, la tracking, je vous poserai cette question, voilà votre tracé. Très vite, vous regardez les yeux, la bouche. Les yeux, la bouche. Les yeux et la bouche. Et avec cette information-là, on sait que vous voyez les yeux et la bouche, vous arrivez à vous donner la bonne réponse. C'est clair? Et voilà les tracés des personnes avec autisme quand elles vont répondre à cette question. Est-ce que c'est possible de donner la bonne réponse? Est-ce qu'en regardant là, on peut dire quelle est l'émotion qui ressent cette personne? L'essentiel est là, non? Donc ça c'est des adultes. Donc il y a une construction du monde, et là on va après résumer ça, qui se fait au détriment de cette information. Évidemment avec des méthodes de compensation. Et après, je pense qu'une des clés pour comprendre la diversité de degrés, c'est comment on arrive à compenser. C'est-à-dire, ça peut expliquer un peu dans les spectres les différents degrés d'intensité. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas pareil. Avec peut-être cette information arrive à des degrés différents aussi. Et la façon dont les cerveaux compensent peut aussi être différente, ce qui explique après que les résultats n'est pas pareil pour tout le monde. Ça reste encore une hypothèse. Je tiens à signaler quand même, parce que je travaille exactement dans ce sens. On va aller dans les choses plus complexes, parce que je vous ai parlé de la compréhension des émotions. Et on a aussi ce qu'on appelle, je vais utiliser en jargon et après je vais vous expliquer, la théorie de l'esprit. Pour ceux qui sont professionnels comprennent, c'est la théorie de l'esprit, c'est la capacité qu'on a à inférer la pensée de l'autre. Donc là, on n'est plus du tout dans la perception. On a dans notre cerveau, c'est une capacité qui se développe au cours du développement vers l'âge chez l'enfant entre 2 et 4 ans, et après, on sait bien, c'est savoir que l'autre ne pense pas la même chose que nous, et on peut même inférer sur ce qu'il est en train de penser. Et on sait que ça, c'est une des grandes difficultés des personnes avec autisme. En général, elles ont toujours l'impression que l'autre pense la même chose. Il a du mal à représenter la pensée de l'autre. Ça, c'est un test anglais qui mesure un peu ça chez l'enfant. Donc, je vais vous poser une question. Je pose aux enfants. Quelle est la gourmandise ou le chocolat qu'ils préfèrent ce petit bonhomme? Donc la plupart d'entre vous a répondu M&M's. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Voilà. J'entends, malheureusement, j'ai une préférence par ceux qui s'entraînent moins, mais on m'a dit c'est parce qu'ils regardent. Ils regardent, mais ils sourient aussi. Mais c'est vrai que les regards est très important. Les personnes, les enfants avec autisme ont beaucoup de mal à donner cette réponse. Donc on a utilisé cette méthode du tracé du regard pour montrer comment ça, vous faites pour donner la réponse et comment faire un enfant avec autisme. Donc voilà, par exemple, la dame qui était ici, qui m'a dit, c'est les M&M's, sauf qu'il regarde. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez les yeux, les M&M's. On va regarder de nouveau. Très vite, on a posé la question, on filme pendant qu'il donne la réponse, vous voyez, très vite, ça va de yeux à l'M&M's, la réponse est donnée. Après, on va voir un enfant avec autisme quand il va donner la réponse. Vous voyez, il ne passe pas, parce qu'à la fin, c'est-à-dire il avait déjà donné sa réponse avant, il fait les mêmes tracés que quand nous demande quel est les chocolats que vous préférez. Là, vous allez parcourir les 4 et vous allez choisir. C'est exactement ça qu'a fait l'enfant avec autisme, c'est-à-dire cette information pour lui n'est pas pertinente. C'est-à-dire il n'a pas appris que quand on regarde quelque chose, on sourit. C'est-à-dire il a appris plus ou moins. Je vais vous expliquer après quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas spontané, il ne va pas là-dessus. Ce n'est pas une formation qui est pertinente pour donner ce type de réponse. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, là on est en train de travailler là-dessus, donc j'essaye de vous montrer un peu les choses qui sont encore en route. On dit, l'enfant fait ses tests, on mesure son regard, après on demande, mais dans quelle direction il regarde le bonhomme? Là il peut répondre. Il regarde là. Il dit, bon, on a ciblé à l'enfant qui a le regard, qui regarde là, on repose la question.
là on voit qui peut donner la bonne réponse. Donc vraiment, c'est attirer vraiment l'attention sur le regard. C'est-à-dire il faut qu'on explique et qu'on attire. C'est-à-dire là, on va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup d'imagination. C'est notre rôle en tant que chercheur, mais aussi vous en tant que professionnel, vous en tant que parent, de dire comment on va faire cette thérapie du regard. Donc pour conclure un peu, où on est de la recherche, on a ces résultats qui mettent en évidence une anomalie d'une région précise du cerveau et les problèmes attachés au regard. Mais évidemment, si ça, j'étais un peu simpliste, parce que je voulais parler d'une façon montrant les résultats de cette région. Ces régions, les cerveaux, n'est pas une région isolée, surtout si on parle au niveau du développement. Donc on pense que c'est une région clé, mais qui est évidemment reliée à d'autres régions du cerveau, donc ce qu'on appelle les cerveaux sociaux. Donc tout ça peut s'exprimer après dans les relations entre les différentes régions d'une façon différente. Il y a évidemment des anomalies frontales aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette complexité, mais c'est en réseau quelque part. Il y a un des éléments de ces réseaux, on a mis en évidence, ils ne travaillent vraiment pas bien. Donc, comment réfléchir là-dessus? On a, si on résume un peu une trajectoire développementale, les apprentissages, on a un cerveau dont son développement dépend de toute l'expérience pour se construire. Il n'est pas prêt au moment de la naissance. Et on crée normalement ce qu'on appelle une expertise sociale, mais qui est très dépendante des informations qu'on reçoit. On pense que très vite dans l'autisme, il y a une rupture de cette expérience parce qu'il n'y a pas la perception des éléments clés, visuels, auditifs, le regard et la voix, qui permettent la construction de cette expertise sociale. Et en même temps, il y a beaucoup d'autres expertises qui vont se construire, qu'on appelle des expertises moins sociales, par le regard des choses qui sont plus constantes, qui dépendent moins de ces régions cérébrales. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est ça. C'est comment ramener, en comprenant ça, élaborer des thérapeutiques efficaces pour que l'enfant puisse accéder à ces informations. C'est une expérience qui est extraordinaire quand on commence à raconter aux parents, et ça c'est au cours de au moins ces 15 années, depuis qu'on a ces résultats, à chaque fois qu'on voit les parents, on explique ça, on montre les images. Maintenant, ça fait pas très longtemps qu'on a la machine l'eye tracking, mais maintenant, chaque fois qu'un enfant vient chez nous, dans notre laboratoire, on fait les tracés du regard de l'enfant et on montre aux parents. Ça devient très concret. D'abord, les parents sont très contents de voir que l'enfant ne regarde pas très loin des yeux, comme il regarde. Des fois, on ne sait même pas où l'enfant regarde, on dit, mais regarde quand même les visages, donc c'est important, c'est pas n'importe quoi. Mais il manque un peu pour arriver. Donc on va travailler ça. Il y a des mamans après me racontent des choses très bien, mais je commence à me maquiller un peu plus. On a des astuces pour attirer. Bon là, c'est des anecdotes. Il faut vraiment qu'au niveau thérapeutique, on arrive le plus tôt possible à faire que l'enfant regarde. Parce que son cerveau, du moment où il va commencer à regarder, il va trouver, même si on ne sait pas encore trop au niveau neurobiologique, mais on va savoir ça, c'est sur ça qu'on travaille, comment tout ça peut se réarranger, parce que rien de ça est définitif. Je crois que c'est une notion très importante que je vous laisse. Je vous ai montré des anomalies, mais ces anomalies ne sont pas définitives, tout n'est pas scellé. Au contraire, avoir mis en évidence ces anomalies, c'est juste pour nous a permis de comprendre des mécanismes. Et à partir du moment où on comprend les mécanismes, on peut agir. Au moment où on peut agir, on peut changer aussi le fonctionnement de ces régions. Donc pour finir sur une note optimiste, réaliste, parce que c'est notre expérience, on travaille aussi, je vous ai dit, on montre des films de Peter Pan, mais on regarde, on montre aux enfants les morceaux de Peter Pan film, mais on a aussi montré des morceaux de Peter Pan dessin animé. Et les résultats en dessin animé sont un peu différents des résultats du film. Donc je vais vous montrer les films d'un enfant autiste quand il regarde Peter Pan dessin animé et on va en parler après.
Vous avez vu la différence? C'est dire, on est en train de montrer sur l'article, on est en train de passer au réviseur, c'est-à-dire, en tant que recherche, on a des résultats, et là, mais non, on écrit, parce que c'est des concepts un peu différents, les gens, nos pères ont des fois du mal à accepter, mais la réaction des enfants au dessin animé n'est pas la même qu'au film réel, donc qu'on appelait une condition écologique, une condition moins écologique. C'est-à-dire, au niveau du dessin animé, l'enfant, il arrive à aller un peu plus. C'est-à-dire, là, c'est la meilleure image, évidemment, on montre ça, parce que sinon... Mais les enfants avec autisme vont plus vers les yeux. Et on ne trouve même pas de différence significative. Quand on travaille au niveau dessin animé, groupe d'enfants avec autisme, groupe d'enfants sans autisme, au niveau des yeux, on ne trouve pas de différence pour les dessins animés. Donc, les dessins animés peuvent être un outil pour attirer l'attention de l'enfant vers les yeux. Donc ça, c'est une piste. Mais il faut montrer avant. Et après, on peut travailler. Donc, je vous laisse un peu dans cette perspective-là. Un travail qui continue. Et je vous remercie de votre attention. Surtout, c'est un travail d'équipe, vous pouvez imaginer, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Je vous laisse me remercier. Merci Marraine, merci docteur Monica Zibovicius. Je pense que tout le monde a été plus qu'intéressé. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une première de voir la perception visuelle des enfants autistes et de connaître des recherches en cours qui ne sont même pas encore publiées. Voilà. Si certains d'entre vous, mais on va le faire rapidement, si certains d'entre vous ont des questions à poser au docteur Monica Zibovicius, c'est possible. Je vais demander à un bénévole de me rejoindre pour récupérer un micro, pour circuler dans la salle. Un bénévole d'Autisme PACA, s'il vous plaît. Voilà, donc ce sera notre première personne, ce sera la dame en question. Je vous donne juste une petite seconde. C'est bon, allez-y, posez votre question. D'accord, juste par rapport à la dernière chose que vous avez dite là sur les dessins animés, c'est vrai qu'on a l'habitude aussi de travailler sur les dessins animés. Est-ce que vous, dans les pistes de réflexion que vous avez, c'est parce que les personnages sont beaucoup plus caricaturaux que le regard est mieux adressé? Est-ce que c'est une des pistes que vous explorez? Oui, il y a la caricature, mais il y a aussi la qualité du mouvement, qui peut-être est moins dérangeant. Parce que les mouvements réels des yeux est très particulier, c'est-à-dire en fait des mouvements qui, s'ils ne sont pas compris, peuvent être très dérangeants. Et c'est comme si je bougeais beaucoup mon doigt. C'est quelque chose qui n'est pas... J'ai du mal à... C'est plus régulier, c'est ça? C'est plus régulier sur le dessin animé? C'est un mouvement qui est très particulier. Les cerveaux, s'il est entraîné, c'est-à-dire s'il a la région qui... Il me regarde bien, mais sinon, c'est plus simple de regarder quelque chose qui... Pour les dessins animés, les yeux bougent beaucoup moins. Donc, ça permet déjà d'accéder à l'information sans que ça soit dérangeant. Donc c'est un jeune homme Asperger d'Autisme PACA qui pose une question à sa marraine, ce qui va être le plus intéressant. Alors bonjour, comme vous l'avez dit, j'ai 5 ans d'Asperger. Alors je me posais la question, bon personnellement, maintenant ça ne me fait plus trop ce genre de... est-ce qu'il y a des solutions, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour pouvoir améliorer ces comportements? Bon, on essaye, on cherche. Je veux dire, déjà, ce que j'avais dit, c'est d'abord comprendre ça, c'est très important. On est en train, on a des pistes, mais on va au niveau thérapeutique, je pense que c'est très important de trouver des façons de vraiment amener les regards de l'enfant vers les yeux. Des astuces qui peuvent faire qu'il regarde de plus en plus les yeux, demander. D'autre part, on va essayer, on est en train de travailler là-dessus, à moduler davantage cette région temporale supérieure pour voir si on arrive à la faire fonctionner un peu mieux. Mais ça, c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement. Peut-être dans 1 an, 2 ans, je viendrai vous raconter un peu plus des résultats.
Oui, pour ce qui est aussi de la technique, vous avez vu les trucs de dégâts. Quand nous aurons notre futur Haute School sur SIFO, Monica a dit qu'elle viendrait pour faire ce type de bilan à nos enfants, ce qui sera une première sur le secteur. Donc, est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Laurent, je te laisse. Bonjour. Donc, je me posais la question à tout le monde, donc imaginaire. Sincèrement, je pense. Non, parce qu'on a l'imaginaire là, on a les scènes. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, parce que je pense, je dis polémique parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très compliqué dans ma position, qui est d'abord une position de médecin, donc je m'excuse. Je pense que c'est vrai qu'on peut préférer vivre dans son monde, mais parce qu'on a des difficultés. Mais bon, je pense que pour la plupart des parents, on a plutôt envie que nos enfants accèdent au maximum d'informations. Et je ne pense pas que c'est un problème du monde imaginaire, parce que là, les scènes qui sont dans les films, dans les dessins animés, sont les mêmes qui sont dans les films. C'est pour ça qu'on a fait le choix Peter Pan dessin animé, Peter Pan film. C'est-à-dire, c'est les personnages, c'est la même histoire, c'est les mêmes contextes, sauf que dans un cas, c'est un dessin. Dans notre cas, c'est vraiment des personnages, des personnes. Donc, vous voyez, c'est pas le monde imaginaire, il pourrait être aussi présent dans Peter Pan film. D'ailleurs, c'était un peu un petit. Peter Pan, c'est le monde imaginaire. Donc les mondes imaginaires, on a tous accès. Vous voyez, c'est pas. Je pense pas. Et après, c'était. Je profite d'un j'ai beaucoup apprécié les propos de Sandrine ce matin, mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment se méfier un peu. C'est-à-dire, c'est des récits de vie. On a chacun notre récit de vie aussi. Donc, je pense qu'il faut faire très attention de ne pas dire bon, mais c'est juste une autre façon de vivre. Je sais pas. La diversité, j'apprécie, j'adore, je pense qu'elle est fondamentale pour la vie. Mais j'aime bien la diversité quand tout le monde part avec les mêmes potentialités. Si je puis me permettre, en tant que président d'association qui a rencontré énormément de personnes Asperger, je crois même que nous sommes l'association qui a rencontré en plus, cela vient surtout, à ce que vous exprimez, d'un rejet de la société. Ce n'est pas un choix de vivre en retrait, c'est un rejet de la société des échecs sociaux lourds qui font qu'ils sont en souffrance. Si on arrive à leur donner les moyens de rentrer en communication avec l'autre, de travailler sur les habiletés sociales et sur les comportements qui les font rejeter, mais aussi sensibiliser l'environnement, c'est-à-dire toutes les personnes ici présentes par exemple, nous arriverons à ce que les cas d'Asperger qui sont en grande souffrance, qui peuvent même développer des troubles psychiques associés, mais du fait du rejet des autres, du rejet de la société. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas par fonctionnement, mais par rejet. Voilà. Je ne suis pas professionnel, mais bon, c'est ce qui me revient, moi, des personnes porteuses du syndrome d'Asperger. Une dernière question, la dame. Le micro. Laurent, tu peux récupérer le micro, le faire passer, s'il te plaît? Ah, une autre dame de fond, j'ai pas vu, excusez-moi. Je suis professionnelle, je travaille avec des parents dont certains sont hésitants ou Excusez-moi, vous pouvez vous lever? Merci. Je suis professionnelle et je travaille avec des parents dont certains sont très réticents par rapport à la démarche diagnostic d'IRM. Je voudrais savoir, dans votre position de chercheur, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose à encourager auprès des familles ou est-ce qu'on peut se passer une petite décision? Ouais, c'est une excellente question, parce que je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui du tout. Les résultats, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la recherche. Ça, c'est pas du tout des résultats cliniques. Mais on a fait une démarche, et en même temps qu'on faisait cette IRM au départ avec de recherche,
on faisait aussi ce qu'on appelle une IRM clinique. Donc on fait les listes recherche et non-recherche. C'est qui nous a permis pendant ces 10-15 dernières années d'avoir un nombre considérable d'IRM cliniques d'enfants avec autisme. C'est qui nous a permis de montrer, ça on a publié en 2009, que pour la moitié à peu près, on avait des anomalies visibles. Là, c'est plus du tout dans les champs de la recherche en imagerie, on n'a pas tout ce côté plus complexe de traitement d'image, c'est l'œil du radiologue. Et là, on a montré qu'il y avait des anomalies. Des anomalies qu'on voit de plus en plus typiques de l'autisme, mais qui, dans certains cas, peut déceler une pathologie associée. Vous savez très bien que l'autisme peut s'accompagner d'une épilepsie, d'une anomalie, d'une maladie génétique connue, d'une fragile, d'une maladie métabolique, etc., qui pourrait aider à déceler ce type de pathologie associée. Donc ça fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé, dont l'IRM, à un moment donné, doit être faite. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire très tôt, mais je pense qu'un enfant qui a des troubles importants comme l'autisme, si cela est possible, il y a des centres spécialisés qui l'IRM doit être faite. Mais bon, sans urgence, on va dire, et surtout poser la question, éventuellement, un neurologue qui voit l'enfant, s'il pense qu'il y a une indication plus précise. Nous, on pense que la plupart du temps, cette IRM ne va pas donner de résultats, mais quand elle donne des résultats, c'est très important, vous voyez. Donc, pour savoir qu'elle va donner des résultats, il faut la faire. Il n'y a rien. Je veux dire, si elle repart, pas, ce qui est important, c'est que là maintenant, c'est un peu cette transition entre la recherche et la clinique. Des fois, on a un peu de mal à expliquer parce que la machine est la même. Mais la machine, elle est là, mais ce que vous pouvez faire la machine est très différente selon les séquences. Donc, vous n'allez pas faire une IRM normale et sortir à votre enfant une anomalie temporale supérieure. C'est pas possible, ça. Ça, c'est le résultat de la recherche. D'accord? Donc, c'est pas la même chose. Donc, tous les enfants ne peuvent pas participer de la recherche non plus. Mais cet résultat de recherche, c'est plus important dans un contexte du groupe aussi. Je ne sais pas si c'est... Nous avons une question d'une dame à droite, si elle peut relever la main. Voilà, Laurent, tu peux apporter le micro, s'il te plaît. Ensuite, il y a une autre dame ici. On arrêtera les questions parce qu'on a un timing très chargé. Nous avons un repas prévu avec des conférenciers en dehors pour permettre d'échanger encore des idées sur la recherche et sur les progrès scientifiques. Pendant ce temps-là, vous aurez la possibilité de vous restaurer à s'il faut en toute liberté.